Je suis en train de créer une bande dessinée et je vous partage tout mon processus créatif à travers ces vidéos, du storyboard au scénario jusqu'à la réalisation des planches finies. Je vous partage tout mon processus créatif. Allez, c'est parti pour l'épisode 3. Aujourd'hui, on va beaucoup parler du storyboard, on va refaire le point sur tout ce que j'ai fait depuis la dernière vidéo. Comme d'habitude, on va répondre aux trois questions habituelles et usuelles de ces vidéos. Donc pour les nouveaux venus, je vais répondre à la question de qu'est-ce que j'ai foutu depuis la dernière vidéo, quelles difficultés j'ai rencontrées et qu'est-ce que je compte faire pour la prochaine vidéo. J'essaye un peu d'améliorer mon processus et de vous donner le meilleur niveau de qualité de vidéo et aussi de dessin, bien évidemment, c'est comme sur ça que vous m'attendez, hein, on va dire. Mais j'essaye à chaque fois d'apporter un petit peu des trucs en plus. Et puis voilà, troisième épisode, je suis content, ça a tenu le coup. Moi j'ai tendance quand même pas mal à me disperser parfois et j'ai du mal à terminer ce que je commence. Oh c'est bien, ouais. Bien sûr, c'était une blague, je compte pas arrêter Mana, et puis du coup il y a vraiment un côté un peu vertueux à ces vidéos, c'est que déjà de base, j'ai quand même, globalement je suis quand même plutôt motivé là sur cette bande dessinée, de moi-même en fait, je dessinerai et j'avancerai sur le projet. Mais le fait d'avoir ces vidéos, et de me dire qu'à un moment il faut que je vous présente des choses et tout, et ben ça me motive aussi, ça me motive à me dire qu'il faut que je continue et qu'il faut que j'apporte un bon niveau de qualité, et je le fais pas que pour moi. Ça fait plaisir, et puis je vois que les vidéos, elles ont quand même pas mal de vues par rapport au nombre d'abonnés que j'ai, par rapport à mes vidéos précédentes, et ça c'est plutôt cool, et ça me motive bien. Sans transition, et avec une transition absolument magique, regardez-moi ce setup, waouh! Nous pouvons commencer donc la suite de la presentation. Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière vidéo? Arrêtons de blablater. J'ai beaucoup travaillé sur le design de Bor, je l'avais dit, hein, il fallait que je travaille sur Bor, donc qui est, pour rappel, le père de Mana. Donc j'ai vraiment repris, on va dire, tout depuis le début. J'avais un design qui me convenait plutôt bien, qu'on voit ici, là. Donc là, ma flèche, elle est un peu bizarre, mon curseur est un peu bizarre, mais c'était cette tête-là, là, avec une espèce de tête barbue. Alors non, il avait pas de moustache. Sur les premiers designs que j'avais, il avait pas de moustache. Ah voilà, on le voit ici, là. On le voit ici en crayonné. Mais ça me convenait pas, il y avait quelque chose qui allait pas et tout, donc j'ai appris, j'ai vraiment fait plein de recherches, et pour le coup je les ai fait en tradi, j'ai continué à travailler un peu en traditionnel, et il y a une version qui m'a bien plu, et la première version qui m'a bien plu c'est celle-ci, ces deux-là, avec cette version un peu mal rasée, barbe de 3 jours et grosse moustache, et le côté aussi un peu regard, voilà, regard toujours fermé, et je me suis dit qu'il fallait que ça m'a aidé aussi à construire un peu plus le personnage en me disant que ça serait bien qu'il soit vraiment mutique. C'est vraiment un personnage qui parle très très peu, mais par contre quand il parle c'est assez impactant, qui ferait un fort contraste aussi avec Mana qui elle parlerait beaucoup, qui serait très voilà, qui aurait pas de souci à s'exprimer. Lui, et puis je trouve que c'est cohérent par rapport à mon scénario, il faudrait vraiment qu'il ait ce côté très très renfermé quoi. Donc ça voilà, ça c'était pour les recherches de bord. Et puis c'était donc en tradi, et puis là en version digitale j'ai repris un petit peu, et j'ai essayé de voir un petit peu comment je m'en sortais sur la tablette, donc je me sens bien avec ce design là, donc c'est ce design là que je vais utiliser, et puis j'ai même fait une version un peu plus clean qu'on voyait sur le début de la vidéo, donc avec ce côté un peu mal rasé, avec quand même des petits poilous là sur le menton. Je vais vraiment fait une tête et globalement un corps extrêmement carré. Donc là, c'est vraiment, j'utilise vraiment un langage de forme qui renvoie vers un personnage qui est robuste, qui est fort physiquement, qui est solide, sur qui on peut compter, etc. C'est vraiment, j'ai vraiment envie qu'il renvoie ce message-là et qu'il y ait aussi un contraste avec le design de Mana, qui est plus de Mana, pardon, qui est plus dans la rondeur, avec des formes rondes, circulaires, qui vont plutôt renvoyer vers un message de douceur, de gentillesse, etc. J'aime bien ce contraste-là, juste graphique. Et puis il y a aussi un contraste au niveau des couleurs. Il utilise des couleurs plutôt chaudes, déjà il est roux, et puis ses habits sont dans des teintes, on va dire orangées, rougeâtres, qui vont contraster aussi beaucoup avec les couleurs froides de Mana, qui elle utilise du bleu et du vert. Donc là, j'ai l'impression que j'ai quelque chose qui se tient graphiquement entre les deux personnages. Je me dis pas que je vais pas continuer à améliorer les choses, que je vais pas, qu'il n'y a pas des choses qu'il faut vraiment que je pousse, notamment au niveau des expressions des personnages. Je pense que avec ce que j'imagine dans mon scénario, il va falloir peut-être que j'améliore un peu ça. Là, pour l'instant, je suis encore un tout petit peu trop limité sur les expressions de mes persos, mais d'un point de vue du design, je trouve que c'est plutôt ok. J'ai réalisé 11 pages
de storyboard. Je m'étais fixé comme objectif d'en faire 10, mais en fait c'était plutôt cohérent d'en faire 11, puisque en fait à chaque fois on finit sur une page impaire, et si j'en avais fait que 10, ça m'aurait fait arrêter en fait au milieu d'une double page. Donc ça c'était un petit peu bête. J'en type un tout petit peu sur les difficultés, ça en fera partie, mais en fait vous le voyez, j'ai fait ça en tradi, donc j'ai fait ça sur mon cahier, quoi, sur mon carnet à dessin. Donc El Famoso. Mais alors déjà, le truc cool, c'est que ça me permet de le lire comme ça et de pas avoir besoin. Enfin, c'est sous format papier, donc en fait, je peux lire ça comme si c'était un livre. Et je l'ai pas fait dans ce but-là. Je l'ai fait vraiment par praticité, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que c'était vraiment sur papier et sur un grand format que j'arrivais le mieux à gérer mon storyboard. Quand je le commençais sur tablette, c'est ce que j'avais fait à la précédente vidéo. Quand je le commence sur un format numérique, j'ai tendance, je ne sais pas pourquoi, à faire des cases, enfin des pages extrêmement petites, à bâcler un peu les croquis. Donc en fait, je fais des pages, mais elles servent absolument à rien. Elles sont pas exploitables. Même si j'ai quand même le sentiment d'un peu d'avancer dans l'histoire, je sens qu'en fait derrière je pourrais pas les réutiliser pour avancer sur des crayonnés, alors que c'est quand même le but d'un storyboard. Donc j'ai trouvé ça beaucoup plus naturel de commencer sur un format traditionnel, sur des pages, et en plus le fait que ce soit dans un carnet, il y a vraiment déjà ce côté livre où on peut tourner les pages et déjà lire ça comme un livre, quoi, enfin comme une BD. Par contre, ça m'amène d'autres soucis, c'est que derrière, moi je compte quand même travailler en numérique. L'ancrage, typiquement, il sera fait en numérique. Donc il faut que je trouve un moyen de les scanner ou en tout cas de les rendre exploitables pour la suite, et notamment pour l'après, qui va être la gestion vraiment de la narration et des dialogues, où là il faudrait que je commence déjà à travailler en numérique. Donc on en parlera après sur la partie difficulté, mais c'est un bon départ, et je pense que je vais faire tout mon storyboard en traditionnel. Donc voilà, objectif accompli. Et la dernière le dernier objectif que je m'étais fixé dans la dernière vidéo, c'est de me faire un mood board. Donc comme nous l'explique Mana juste ici, mood board ça veut dire mood pour ambiance, board pour planche, donc c'est une planche d'ambiance dans laquelle on peut retrouver, on la voit à gauche là, ça c'est mon mood board. On peut retrouver en fait toutes mes références visuelles. Sur cette partie-là, là c'est fixe, mais dans mon logiciel je peux zoomer pour aller voir un peu mieux les images, et je peux en rajouter. Il y a toute la partie centrale, elle va plutôt être sur l'environnement, un petit peu ici à gauche sur des références de plantes. Il y a toutes les références de l'environnement, donc là c'est vraiment tout ce qui est toute la zone de la forêt, sur leur maison, sur la végétation, sur des références de plantes, de feuilles, etc. Sur la gauche c'est plutôt des dinos. Et sur la partie droite, c'est les personnages. Donc là, il y a toutes les références des persos qui m'ont aidé à construire Bor, et en bas, toutes les références qui m'ont aidé à construire Mana, même si au final, je les ai remis après. J'avais déjà mon design, mais c'était des images que j'avais en tête. Donc je les ai remis parce que je me laisse encore la possibilité de changer quelques trucs sur le design de Mana. Donc voilà, le moodboard, il est là. Il n'est pas définitif. Je suis bloqué avec le shell que j'utilise à 100 images. Là, j'en suis à une cinquantaine, donc j'ai encore de la marge, mais je me dis que si ce moodboard, je veux l'utiliser sur tout le long de mon bouquin, il y a moyen que je dépasse les 100 images, donc je verrai comment je gérerai ce problème-là. Mais pour l'instant, ça m'aide vraiment bien, notamment lorsque je fais mon storyboard. Je m'en doutais, hein, et du coup, j'avais plutôt bien anticipé ce truc-là. Ça m'aide beaucoup lorsque je fais mon storyboard, de pas avoir toujours besoin de rechercher des images. En fait, j'ai mon storyboard, j'ai mon moodboard en face de moi, et au moment où je dessine, si j'ai besoin d'un élément visuel, tac, je regarde, et ça me permet de pas bloquer sur la case et d'avancer assez rapidement. Donc ça, c'est vraiment super utile, et il va falloir que je continue à l'alimenter au fur et à mesure de mon avancée. Ah zut. Ensuite, pourquoi je ne suis plus en plein écran? Je vais être en plein écran. Ensuite, on arrive aux difficultés que j'ai rencontrées. Je vais dire la même difficulté que je vous ai dit la semaine dernière, à savoir, c'est la réaction de mon storyboard sur lequel j'ai le plus galéré, j'ai le plus lutté. Et j'ai fait quelques petites pages là explicatives parce que je me dis,
que à votre place, je me dirais, mais attends, le gars, il se lance dans une bande dessinée et il arrête pas de dire que le truc le plus galère, c'est de faire la bande dessinée ou du moins de la commencer, ce qui est un petit peu con. Si t'aimes pas ou si tu trouves que c'est trop difficile de faire une bande dessinée, bah retourne faire tes illustrations et ne nous fais pas chier. Donc du coup, c'est pour essayer un petit peu de vous expliquer le pourquoi du comment. Alors la première raison déjà, c'est que ça fait longtemps que j'ai pas fait de la bande dessinée pure et dure et que je faisais que de l'illustration. Et du coup, dans une illustration, c'est une image fixe, donc il y a de la narration, mais elle n'est pas gérée de la même façon. Dans de la bande dessinée, il y a un aspect séquentiel d'une image, on va passer d'une image à une autre, dans lequel il peut y avoir des dialogues ou non. Et le but et toute la difficulté de créer une bande dessinée, c'est de gérer cette narration. C'est de gérer le regard du lecteur et de faire en sorte qu'il regarde au bon endroit et qu'il comprenne ce qu'on a à lui dire et qu'à la fin de la page, s'il y a un élément drôle, qu'il comprenne ce qui est drôle, s'il y a un élément dramatique, qu'il comprenne ce qui est dramatique, etc. Là, j'ai remis une planche que j'avais fait il y a très longtemps, qui est toute bête, qui est 4 cases carrées, que j'avais fait pour une BD de Noël sur mon compte Instagram. Le premier élément à gérer, c'est de guider l'œil et de gérer la narration. Donc, à minima, l'œil humain le plus feignant du monde dans une bande dessinée, ce qu'il va faire, c'est il va lire les bulles. Il va presque pas regarder les dessins, il va juste lire les bulles. Donc là, en fait, j'ai remis en jaune l'endroit où on voit les bulles et l'endroit où naturellement le lecteur va aller. Donc en premier, il va lire cette bulle-là. Ensuite, il va être naturellement dirigé vers l'énorme PAF. Ensuite, il va descendre vers la grosse bulle ici. Il y a un enchaînement de 3 bulles qui suivent, donc son œil naturellement va descendre jusqu'en bas. Ensuite, il va remonter pour arriver à la dernière bulle, pour descendre sur le plaque qui finit ça. Et donc là, il y a un chemin naturel qui est fait qui est fait grâce aux bulles et grâce aux onomatopées. Et c'est comme ça qu'on gère la narration. Ensuite, il faut placer de manière intelligente ces bulles. Et typiquement, si on veut faire apparaître un élément visuel qui n'est pas un dialogue, ce qui peut être intéressant, c'est de le mettre entre deux zones de dialogue. C'est-à-dire que l'œil, il va être obligé, entre guillemets, de passer dessus. Typiquement, la tête de mon orque, même si elle est cool graphiquement, c'est possible, en fait, qu'un lecteur un peu feignant ne fasse que lire ce dialogue-là, passe au paf, et ensuite aille sur cette série de dialogues. Tout ça fait que... il faut pas trop théoriser tout ça, mais il faut quand même y penser lorsqu'on fait une bande dessinée. Il faut avoir la position des bulles, en tout cas, elle est extrêmement importante, et il faut vraiment garder ça en tête. C'est pas juste un dessin, voilà. Parce que c'est pas juste une succession de dessins. Il y a un aspect narratif et séquentiel qu'il faut gérer, et là, c'est une prémisse d'explication. Il y a des gens qui expliquent beaucoup mieux, qui expliquent ça beaucoup mieux que moi, comme Scott McCloud qui a écrit 2 livres sur la question. Si ça vous intéresse, vous trouverez ça dans toutes les bonnes librairies. Mais c'était une histoire de vous expliquer un des éléments qui est difficile lorsqu'on crée ça de zéro. Lorsqu'on voit une planche de bande dessinée, en fait, c'est assez simple de comprendre comment on la lit. En tout cas, si c'est simple, c'est qu'elle a été bien faite. Lorsqu'on doit la créer, c'est pas si facile. Et l'autre élément que je voulais vous expliquer, c'est le principe de l'ellipse. Donc là, typiquement, c'est juste un dessin, il se passe rien, vous avez juste à lire. Vous avez juste à lire la bulle qui est dans la case, ce qui ne fait d'ailleurs pas de ça une bande dessinée, parce que pour que ce soit une bande dessinée, il faut qu'il y ait un aspect séquentiel, il faut qu'il y ait une deuxième image. Donc à partir du moment où il y a une deuxième image, donc typiquement cette deuxième image où je viens taper le gentil petit orc, on peut parler de bande dessinée, puisqu'il y a un aspect séquentiel, il y a 2 images. Et l'ellipse, en fait, l'ellipse, c'est juste l'espace vide qu'il y a entre chaque case. Et ce qui est intéressant à gérer dans ces ellipses, c'est plutôt de se dire qu'est-ce qui va se passer dans votre cerveau de lecteur entre ces 2 images qui peuvent ne rien avoir à voir. C'est-à-dire que là, c'est très clair qu'il y a un personnage, un orc qui dit bonne fête, et qu'ensuite il y a un autre personnage qui arrive et qui le tape avec une casserole. Et du coup, ça doit gérer un aspect comique, un aspect un peu dynamique, que vous pouvez comprendre très rapidement. Mais on peut créer des choses beaucoup plus complexes en fonction de la case qu'on vient mettre après. Si à la place de ce bonhomme avec une casserole, j'avais mis un décor fantastique avec une grande tour, ça aurait créé dans votre esprit quelque chose de complètement différent. Et c'est aussi ça qui est assez dur à gérer lorsqu'on part d'une feuille blanche, même si on sait un petit peu où on va, du début de la page à la fin, c'est parfois ça, et c'est parfois pas évident de se dire, ok, après cette première case où j'ai posé un décor,
qu'est-ce que je montre? Est-ce que je montre un personnage en plongée, en contre-plongée? Est-ce que je les montre de loin, de près? Est-ce que je fais un zoom sur un élément du décor? Voilà, toutes ces questions-là qu'on se pose au moment du storyboard, et ben c'est hyper intense et c'est pas juste du dessin. C'est d'ailleurs lorsqu'on voit mes planches de storyboard, il y en a certaines où c'est vraiment juste des intentions, c'est juste un cadrage, c'est juste une pause. Mais en termes de dessin, c'est très très pauvre. C'est pas à ce moment-là qu'il faut vraiment beaucoup dessiner, on va dire. Bon, je pense que j'ai pas mal expliqué mes difficultés. Je sais que ça va continuer. En fait, hein, là, il faut que je continue à avancer sur ça. Faut que j'améliore mon storyboard parce qu'on en arrive bah, du coup à ce que je dois faire pour la prochaine fois. Et ben, je vais avancer sur mon crayonné. Là, j'ai envie d'être focus sur mon dossier éditeur. Donc, pour rappel, j'ai envie que ce projet, dans un premier temps, il fasse office d'un dossier éditeur, donc un dossier que je vais envoyer à des éditeurs pour voir si ça peut plaire et si ça peut aller vers une édition classique. Et donc, là, j'avais deux choix. C'est soit je continuais mon storyboard, et donc je continuais à avancer sur mon histoire, à faire des pages, des pages, des pages, pour avoir une vision plus large de mon histoire et continuer vraiment à avancer. Soit je me limitais à ces 11 premières pages, qui me semblent plutôt OK. Il y a du dialogue, il y a du décor, il y a un petit peu d'action. Elles sont assez représentatives de tout ce que je veux montrer dans mon histoire, je pense. Et donc là, bah, soit je conserve ces 11 pages et je les finalise pour pouvoir les mettre dans mon dossier éditeur. Donc là, j'ai choisi cette option-là, ce qui fait que en fait, l'histoire, elle va pas beaucoup avancer pour l'instant. Elles avanceront une fois que j'aurai fini mon dossier éditeur. Donc là, en gros, je vais me focaliser pour la prochaine vidéo sur bah, cleaner ces pages et faire en sorte d'avoir à minima déjà un crayonné. Donc un crayonné, c'est l'étape d'après. C'est l'étape où on est censé déjà avoir, on est censé avoir figé la narration, donc tout ce que je vous expliquais avant, et être plutôt dans un exercice de rendu, faire en sorte que ça soit déjà plus joli, et d'avoir des dessins qui sont plus ok, qui sont vraiment ok, et de aussi figer la position des bulles. À l'intérieur de ce livrable-là, bah, il y a forcément des éléments de design qu'il va falloir que je revoie. Je me suis bien rendu compte que mon design de la maison de Bord et Mana n'était pas forcément ok, et que le design de mes dinos, il était également pas super ok. Et pour gérer tout ça, il va falloir que je me forme à Clip Studio Paint, donc c'est l'acronyme la CSP. C'est un logiciel de dessin numérique qui va, à mon avis, beaucoup m'aider justement pour la gestion des cases et des bulles. Donc voilà, ça sera mon objectif pour la semaine pro. Si vous voulez en voir plus, parce que là, en gros, je fais une vidéo tous les 15 jours, 3 semaines, jusqu'à un mois. Si vous voulez avoir plus fréquemment des news sur Mana, et ben le mieux c'est de vous abonner à mon compte Insta, sur lequel je publie en général soit des posts, mais en général plutôt des stories sur l'avancement de Mana, avec des croquis, des whips, ce genre de trucs. Je vous mettrai mon compte Insta en description. Et bah, d'ici là, n'hésitez pas, comme à chaque fois, à me dire ce que vous en avez pensé. Là, le format, je pense, de cette vidéo, il a été un peu plus long. J'avais quand même pas mal de trucs à vous dire. Donc dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire et à liker, bien évidemment, et à partager ces vidéos-là. C'est comme ça que ça fonctionne. Je vous remercie beaucoup. C'était Gox. Et à plus pour une prochaine vidéo.